Contrairement aux apparences, ces clowns en costume-cravate ne sont pas des artistes, mais des activistes. La cible de leur happening inédit dans un univers ordinairement feutré, eh bien ce sont les banquiers. C'est vraiment des voleurs. Ils prennent votre argent, ils le prêtent et vous font payer des commissions pour emprunter votre argent. C'est un double scandale, vous savez. Ils prennent votre argent et ils vous le prêtent. C'est ça que font les banques. La City de Londres, il faut vraiment s'en débarrasser. Vraiment. Bref, c'est la révolution à l'anglaise. Il faut dire que les Britanniques ont de quoi perdre leur sang-froid. L'année dernière, au bord de la faillite, les banques ont dû être sauvées à coups de milliards, provoquant une crise du crédit dont l'économie, ici comme ailleurs, a du mal à se remettre. Sur Fleet Street, même les tailleurs de luxe font des soldes. Shocking. Alors, en ce moment, les banquiers et leurs outrances sont quotidiennement dénoncés. Rien ne va plus dans la City. Je crois qu'on traite maintenant les banquiers encore plus mal que des terroristes. Comme des criminels, en fait. Mais je crois qu'on apprend de nos erreurs. Je pense que la nouvelle banque sera différente et plus positive. Sur 3 km² au bord de la Tamise, voici donc la City, la plus grande concentration de banques de la planète. Dans cet épicentre de la finance, plusieurs centaines de banques, dont la moitié est étrangère, voient transiter ici tous les jours pas moins de 530 milliards de dollars. À quelques rues du happening de tout à l'heure, dans le Guildhall, la salle de gala de la City, les voici justement, les ennemis publics du moment. Ces banquiers, on pourrait les imaginer rasant les murs, se remettant en question, prêts à se jeter dans la Tamise. Eh bien, si vous pensez ça, c'est que vous ne comprenez ni la City, ni la finance, et encore moins le flegme du banquier. My lords, ladies and gentlemen, luncheon is about to be served. Would you kindly take your places in Great Hall? This way, please. Le Guildhall est aujourd'hui le cadre de l'événement mondain de l'année. Une cérémonie que l'on surnomme les Oscars de la City, où tous les ans sont distingués les meilleurs banquiers de la place. Le jury, les plus grandes entreprises du monde. Alors, on s'y presse. Ça a été une grosse compétition. On espère avoir une récompense, mais peut-être pas dans les premières places. L'année dernière, il y a eu la crise du crédit. Est-ce que quelque chose est différent cette année par rapport aux années précédentes ? Non, on est en train de se remettre de la crise du crédit et de tous les problèmes qu'elle a engendrés. Terminée la crise du crédit ? Pour les banques en tout cas. Surprise, elles affichent pour la plupart d'excellents résultats et s'apprêtent à distribuer 15 milliards d'euros de bonus, soit par personne 500 000 euros en moyenne. Alors ici, les heureux lauréats sont plutôt à la fête. Is sustainability being sacrificed in this environment? Not yet. How about you? Same. But it's getting tougher, is it? Of course. It's a tough environment, but people are still moving. We've never seen such growing interest on the subject since we started. We've been working respectively about 12, 13 years in the field. Very good. Congratulations to both of you. Many thanks. Les banquiers ne sont pas idiots. Ils ont bien senti le vent du boulet. Mais il en faudrait bien plus pour casser le moral de Sir Brian,
le banquier le plus respecté de la City, longtemps PDG de la vénérable Lloyds Bank. Comment sera le business après cette crise? Complètement différent de ce qu'il était avant la crise. Il y aura bien sûr des perdants dans ce jeu. Il y en a. Mais il y aura des gagnants. Et je crois que les plus forts en sortiront encore plus forts. Parce qu'il y a vraiment des opportunités énormes dans ce jeu si vous êtes les plus forts dans une industrie qui se restructure comme jamais. Les opportunités, pour ceux qui auront le courage de saisir ces nouvelles opportunités, sont gigantesques. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Alors, cyniques, immoraux les banquiers, déconnectés de l'économie tout juste bons à s'empiffrer? Peut-être. Mais alors, les banques ne servent-elles à rien? Et les banquiers ont-ils toujours été ainsi? Pour le savoir, il faut remonter le temps au bord de la Tamise. C'est ici, à Londres, qu'a été inventé le système bancaire moderne au XVIIe siècle. Et voici les premiers banquiers anglais, les ancêtres des Golden Boys de tout à l'heure. Ce sont à l'origine de simples orfèvres. Au début, ils travaillent dans ces échoppes, où des commerçants ou des gens fortunés leur confient leur or en dépôt pour le protéger ou pour le fondre. Les orfèvres ont alors l'idée de prêter cet argent à des tiers contre des taux d'intérêt. En somme, ils parient sur l'avenir. Si demain leurs clients sont plus riches, alors ça vaut la peine de leur prêter de l'argent. Get rich quick, get rich fast. Quelques orfèvres fondent les premières banques qui existent encore, comme la Barclays ou la Lloyds. Dans un pub, ils se réunissent pour échanger les titres de créance, voire déjà spéculer sur leur remboursement. La finance anglaise est née. A priori, rien ne prédisposait les habitants de cette île, coupée du continent, à devenir de grands banquiers. Rien, sauf la géographie. Ce qui fait la société britannique dans son acceptation du système bancaire, c'est son acceptation de la mer. Parce qu'il n'y a pas de mer sans prêt. Hein. Vous devez faire un prêt, puisque le bateau s'en va au loin, il revient. Donc il n'y a pas de commerce maritime, il n'y a pas de marine sans acceptation de l'argent qui circule et sans de banques qui prêtent pour que le bateau parte avec le risque qu'il ne revienne pas, qu'il y ait un naufrage, etc. Donc faire confiance, c'est une nécessité géographique en Angleterre. La confiance. Dès le début, c'est le mot clé. Crédit ne vient-il pas du latin credere, croire? Le déposant doit faire confiance au banquier. Et le banquier doit faire confiance à celui qui emprunte. Il ne faudrait pas que le bateau coule, que le commerçant ne rembourse pas ou que la valeur de l'argent s'écroule. Pour cela, les banquiers ont besoin de stabilité, d'un État pour garantir le système et punir les mauvaises brebis. Mais que se passe-t-il quand on prête à l'État lui-même? C'est cela qui va tout changer. En 1694, le roi d'Angleterre fait la guerre à la France. Endetté, il a besoin de grosses sommes d'argent et se tourne vers les nouveaux banquiers. Le marché est énorme. Mais prêter à un roi peut s'avérer dangereux. Plutôt que vous rembourser, il pourrait vous faire jeter au cachot. De l'autre côté de la Manche, en France, les financiers de Louis XIV en savent quelque chose. Ils se sont fait arnaquer plus d'une fois. La différence, c'est qu'ici, en Angleterre, le roi vient d'accorder un pouvoir étendu au Parlement. Avec la fin de la monarchie absolue, c'est le Parlement qui garantit le remboursement des emprunts royaux.
Ça permet au gouvernement britannique d'emprunter à de meilleures conditions, de trouver un marché sur lequel il peut émettre une dette publique à des conditions bien meilleures, par exemple, que le roi de France au même moment, qui dépend beaucoup plus de financiers à Paris ou de banquiers de protestants à Genève et ailleurs en Europe. Ça développe le sens de l'individualisme, de la responsabilité individuelle. Pour qu'un système commercial fonctionne, il est absolument crucial qu'il y ait un système légal et le droit à la propriété. Pour prêter à l'État, les anciens orfèvres créent une super banque capable de brasser des sommes considérables, la Banque d'Angleterre. Et celle-ci garantit que toutes les banques de la City ont assez de réserves pour rembourser les dépôts. Le fondement de la confiance dans le système bancaire, c'est donc, à l'origine en tout cas, la démocratie. Il y a une autre raison à l'essor de la City. Nous sommes 300 ans plus tard au pied des tours de verre de la Barclays et autres mastodontes. Sur cette péniche se trouve une église. Ce jour-là, quelques descendants des orfèvres profitent du déjeuner pour aller à la messe. Heavenly Father, we thank you for this glorious day and for the chance to meet around your word this lunchtime. We thank you for this letter of 1 Thessalonians, and we pray that you'd speak to us through it, that we'd hear your voice. Help us to put aside all the concerns of this morning and to listen to you as you speak to us. In Jesus' name, amen. Une messe express, 10 minutes montre en main, pour Golden Boy chrétien et pressé. On encourage les gens en tant que chrétiens à être de bons employés et à travailler dur. Vous savez, le message de la Bible est pour tout le monde. Pas que pour les pauvres, mais aussi pour les riches. Donc ce serait facile de dire « Regardez ces banquiers, ils sont tellement cupides ». C'est vrai, la Bible dit que la cupidité est mauvaise, et certainement la cupidité, au niveau collectif ou personnel, doit être combattue. Et c'est ce que Jésus aurait fait. Mais si vous me demandez quelle est notre opinion sur l'argent, notre idée fondamentale est que l'argent est une bonne chose. On ne considère pas l'argent comme une mauvaise chose. L'argent est un don de Dieu, quelque chose qu'on peut utiliser pour aider les autres, dans le sens de l'Évangile. Un discours étonnant? Pas tellement. Les Anglais sont anglicans, une branche du protestantisme qui valorise le travail, l'enrichissement et l'épargne. Bref, l'essence de la banque. Une différence de taille avec l'Europe catholique, où les banquiers sont mal vus par l'Église et où ils resteront longtemps des marginaux, souvent protestants ou juifs. La City, elle, attire la fine fleur de la société, des jeunes gens bien nés, issus des meilleures public schools. Ils vont faire de leur île le centre du monde. Pendant 2 siècles, au XVIIIe et XIXe, la City finance le commerce international. 2 fois plus pauvre que la France en 1700, l'Angleterre devient un empire. Au XIXe, elle représente le quart du commerce mondial. L'industrie aussi connaît un essor considérable, bien avant les autres nations. Mais les banques traditionnelles sont inadaptées face à des projets coûteux et complexes. Alors, aux côtés des traditionnelles banques de dépôt se développent de nouvelles banques, les banques d'affaires. Vous avez l'épargne qui est quelque part, vous avez des gens qui savent comment utiliser l'épargne, ils sont les banquiers, et vous avez des gens qui utilisent l'épargne pour produire des choses, ce sont les industriels. Bon. Et en général, ces 3 choses ne sont pas au même endroit. Le banquier, c'est l'aiguilleur de l'épargne. Il y a 2 formes de banque dans la City à ce moment-là. La première, c'est la banque commerciale, la banque de tous les jours, qui reçoit les dépôts des gens, qui fait des prêts à des individus ou des entreprises, mais à très court terme.
L'élite de la City regardait de haut ces banques. Elle disait « D'accord, ces banques sont grandes, mais elles ne sont pas très intéressantes, elles ne sont pas très prestigieuses. » L'autre forme de banque, qui avait le prestige social, c'était les banques d'affaires, ou dans des termes modernes, les banques d'investissement. Ces nouvelles banques, ce sont les Barings, Kleinwort, Rothschild. Elles investissent à long terme, prennent des risques, soutiennent des projets industriels. Exemple, les chemins de fer, qui nécessitent d'énormes capitaux. Eh bien, la City finance 70% du réseau britannique. La City est aussi la banque du monde. En 1913, les banques anglaises comptent 1500 agences à l'étranger contre seulement 26 américaines. Ce sont elles, par exemple, qui financent les emprunts d'État français. À cette époque, la City est encore un petit monde. La banque, un sport de gentlemen. Un petit monde qui devient de plus en plus riche, de plus en plus puissant. Trop peut-être. Ma parole, c'est ma signature. C'était le slogan de la vieille City. C'était un monde de gentlemen, parce qu'ils avaient été à l'école ensemble, ils étaient amis, ils se connaissaient, et plus généralement, c'était tous le même genre de gens. Ils parlaient le même langage, ils avaient la même culture. C'était comme un club. Mais les gens qui étaient exclus de ce club, c'était le public à l'extérieur. C'était un monde extrêmement introverti, hermétique. Si vous dites à quelqu'un qui a de l'épargne, écoutez, moi je sais placer votre argent et vous donner 3%. Ah, je suis très content, je prends 3%. Mais le banquier, quand il dit ça, il sait qu'en fait, quand il va reprêter ou investir dans l'industriel peut faire 30%. Donc il va donner 3, il va laisser 10% à l'industriel et il va garder la différence. Donc il va gagner une part de la richesse produite par l'épargne et par l'industriel considérable. Alors, la part qu'il garde est parfois excessive, et quand elle est excessive, c'est une bulle. La bulle, c'est quand l'aiguilleur garde l'essentiel des richesses pour lui. À ce moment-là, le système, évidemment, s'arrête. Et c'est ce qui se passe au début du siècle. Dans ce club fermé, les banques se livrent à une spéculation effrénée. Les faillites se multiplient. La crise de 29 et le krach de Wall Street portent le coup de grâce. Le système bancaire mondial s'effondre. Alors les États reprennent la main et imposent aux banques des règles plus sévères. Pour éviter de nouvelles crises, on sépare les activités de crédit classique et la finance. Pour Londres, c'est le début d'un long déclin. Peu à peu, c'est New York qui prend sa place de numéro 1, mieux régulée et adossée à une économie puissante. La City attendra sa revanche pendant un demi-siècle. La renaissance de la City a un visage, celui de Maggie Thatcher et de son libéralisme décomplexé. Dans un pays en déclin, elle décide de miser sur la finance et de dépoussiérer la vieille City. David Freud, arrière-petit-fils de Zygmunt, est un ancien banquier d'affaires. En 1984, il entre tout jeune à la banque Warburg, une éminente et très vieille banque d'affaires londonienne. Les gens s'habillaient de manière extrêmement recherchée. Je me souviens, une fois, je suis arrivé au travail en vélo et je portais une tenue de cycliste. Un vieil associé m'a vu entrer dans l'ascenseur, il m'a regardé de haut en bas et il a dit « Mais c'est dégoûtant !» C'était ça la vieille City. L'autre chose étonnante, c'est qu'on n'avait pas beaucoup d'informations dans ce monde.
Ça peut nous paraître à peine croyable aujourd'hui, mais on n'utilisait pas vraiment de base de données. Je crois que j'ai été le premier à avoir un ordinateur sur mon bureau. Il n'y avait tout simplement pas la même rigueur qu'aujourd'hui. Je me souviens de mon patron rencontrant un client. Quand le client lui posait une question, il ne regardait pas des tableaux de chiffres, il ne lui disait pas « le ratio est comme ci ou comme ça », il lui disait « j'ai l'intuition que vous devriez faire ceci ou cela ». C'est la fin d'un monde. En 1987, le gouvernement anglais dérégule le secteur bancaire et abroge les règles issues de la crise de 29. On parle de Big Bang. Les banques de dépôt qui géraient prudemment leurs fonds sont autorisées à fusionner avec les banques d'affaires qui prennent plus de risques. L'offre de crédit est soumise à moins de règles. La City redevient le paradis des banquiers. Alors, les banques américaines arrivent en force. Les Américains ont commencé à se comporter de manière vraiment agressive. La grande différence, c'était à quel point ils étaient compétitifs. Quand ma banque s'adressait à une entreprise, elle devait désormais se battre contre 4, 5, 6 autres banques pour gagner le marché. Quand j'ai commencé, en 1984, une entreprise ne pouvait même pas imaginer autoriser une autre banque que la sienne à pénétrer dans ses bureaux pour lui faire une offre. Elle ne travaillait qu'avec sa propre banque. Le grand changement était celui-ci. Désormais, les gens les plus importants au sein de la banque n'étaient plus ceux qui faisaient l'opération, qui l'exécutaient, qui comprenaient le marché. Les gens les plus importants dans la banque sont devenus ceux qui pouvaient conquérir de nouveaux clients, les convaincre de faire telle ou telle transaction avec eux et pas avec quelqu'un d'autre. Il n'y a pas que les Américains. Les banques du monde entier s'installent à Londres. Avec humour, les Britanniques expliquent que désormais la City, c'est comme le tournoi de Wimbledon, le meilleur tournoi du monde, mais où tous les meilleurs joueurs sont étrangers. La vieille Warburg n'y survit pas. C'est une banque suisse qui rafle ce fleuron de la City. On a pu alors combattre d'égal à égal avec les banques américaines. Mais on n'était plus une institution britannique. Beaucoup d'entre nous n'ont pas aimé. Mais bon, le marché s'est internationalisé et il a fallu faire avec. David Freud, lui, a bien négocié le tournant des années 80. Il finit par devenir le numéro 2 d'UBS, la banque suisse qui avait racheté Warburg. Pour Londres, c'est le début des années folles. Fini l'époque des gentlemen. L'heure est désormais aux mégabanques, avec ses salles de marché et ses traders à peine trentenaires. Les banques profitent de 20 ans de croissance mondiale, au cours desquels tout le monde s'endette, particuliers ou entreprises, et elles proposent sans cesse de nouveaux crédits. Quand j'ai commencé dans la City, il était normal pour une entreprise d'estimer qu'un niveau raisonnable de dette était de 30 quand elle avait 100 de capitaux. Aujourd'hui, si ses capitaux sont de 100, elle peut avoir une dette de 600. Ça a été un tournant énorme. Croissance, profit pour les banques, crédit bon marché et abondant. En apparence, le système tourne rond. Mais alors, pourquoi en 2008 a-t-il fini par déraper et provoquer l'une des pires crises économiques ? Eh bien peut-être parce que les banquiers de la City ont beaucoup changé. Nous sommes dans les environs de Londres, à l'occasion de l'événement mondain de l'année,
les courses d'Ascot. Les héritiers des gentlemen de la City viennent y assouvir leur passion toute britannique du jeu. Comme autrefois, on s'y habille en haute forme, on y croise la reine d'Angleterre, des officiers en gants blancs, des lords et des femmes en voilette. Mais quelque chose est différent. Maintenant, il y a plus de jeunes gens qu'il y a 20 ans. Absolument. Et est-ce qu'aujourd'hui ils se comportent comme ils se comportaient dans le passé? Non, non. Ils ne se comportent plus comme avant. Non. Ça va, mais bon. Je crois qu'il y a 20 ans, ils se comportaient un peu mieux. Ce que veut dire le monsieur, c'est qu'Ascot est devenu un tantinet bling-bling. Pour la nouvelle génération de la City, il ne s'agit plus de jouer aux courses, mais de gagner de l'argent, le plus d'argent possible. Si tu choisis le bon cheval, tu peux gagner et te faire des tonnes de fric. C'est ça qui est génial. Tu mets 5 livres sur le cheval et la minute d'après, tu peux être très très riche et t'acheter un max de champagne. Et vous pensez que c'est comme la bourse? Ouais, c'est comme la bourse. Sauf qu'à la bourse, il faut s'y connaître un minimum. Alors que moi, je n'ai aucune idée de comment ça marche les courses. J'ai juste misé sur un joli nom de cheval. Les gens à la bourse, les banquiers, ne jouent pas avec leur propre argent. Ils jouent avec notre argent. Mais c'est la même attitude, le même comportement. Je suis le curé d'un quartier de Londres et ici je vois plein de gens qui sont des gros poissons de la City. Ils parient, ils ont de jolies filles au bras, ils boivent, ils s'amusent énormément. C'est exactement la même mentalité que dans la City. Ces gens n'arrêtent jamais de travailler, même quand ils viennent jouer aux courses. Ascot 2009. Nothing better. It's all about that. Maybe go up to Nottingham Gate and then come back down. Is that cool? Cheers, mate. Geraint Anderson incarne ce changement de génération. En apparence, il a le pédigré des gentlemen d'autrefois, diplômé de Cambridge et fils de lord. Alors naturellement, il est devenu banquier. Les banques recrutaient à tour de bras, pas comme maintenant. Et moi, j'avais les 3 qualités nécessaires. Je savais raconter des conneries, je savais boire et je savais analyser. Si vous avez les 3, vous réussissez. Et pour moi, c'était alléchant. C'est l'une des raisons pour lesquelles la City, c'est un club pour les jeunes hommes blancs qui récupèrent le job de leur frère, de leur père, un tout petit club. Dans ce club, Geraint va réussir, devenant un banquier en vue. Et dans les années 2000, il assiste à une révolution, le boom des produits dérivés. Les produits dérivés des instruments financiers qui permettent aux banques de distribuer du crédit sans prendre tous les risques à leur compte. Sur les marchés financiers, les banques revendent ces risques à des investisseurs du monde entier. Un système qui, à l'origine, leur permet de prêter plus d'argent et qui leur rapporte gros. Après avoir travaillé successivement pour une banque française, puis allemande et enfin hollandaise, Geraint Anderson a fini par quitter la City. Et l'ancien Golden Boy porte aujourd'hui un regard acide sur ses années finances. First of all, in terms of convincing the market, they need to try and convince the market that their financial structure and their corporate structure is one that works. Awful nonsense. I think
Je crois que les patrons et les managers avaient une très faible compréhension de ces produits dérivés, parce qu'ils étaient tellement complexes. Des choses comme les Collateral Debt Obligation, CDO, Credit Default Swap, toutes ces innovations financières, les managers n'avaient aucune idée de leurs effets. Ce qui leur importait, c'était qu'elles avaient l'air de rapporter des millions à la banque. Je me souviens de Chuck Prince, l'ancien patron de Citigroup, qui disait en 2007, juste avant que les problèmes ne commencent, « Quand la musique joue, il faut se lever et danser. » En pratique, je crois que personne ne comprenait réellement ces questions très pointues. Je me souviens, mon boulot, c'était d'être la passerelle entre ma banque et les entreprises. Dans la banque, quelqu'un me disait « On a un super produit qu'on voudrait vendre à l'entreprise dont vous vous occupez. » Je disais « Ok, expliquez-moi. » Il me donnait une explication sur un papier. Et je ne comprenais rien du tout. Et je me mettais une serviette mouillée autour de la tête. C'est l'expression. Et je passais des heures à essayer de comprendre. Mais alors, pourquoi continuer à proposer ces crédits incompréhensibles? Pour prêter plus, bien sûr, mais aussi en raison des gains ahurissants pour les banquiers qui les vendent, grâce au fameux bonus. En théorie, le bonus reflète directement combien de profit tu as ramené en commission à la banque. Ça mène à ne réfléchir qu'à très court terme pour s'en mettre plein les poches. Et c'est vraiment le grand problème. C'est la culture du bonus qui te fait penser « je vends des produits dérivés qui vont exploser dans les années qui viennent, mais ça fait rien. D'ici là, j'aurai amassé des millions. Et je serai sur une plage, à la Barbade, en train de boire des pina coladas, et je serai bien content. » Un système trop compliqué, promu par des banquiers qui amassent des fortunes sans se soucier du lendemain. Ce sont les ressorts de la récente crise du crédit. Mais aujourd'hui, les banques ont-elles appris de leurs erreurs? Que va-t-on faire pour éviter de nouvelles crises? Mieux contrôler les banques, les réguler, c'est la grande idée des sommets internationaux. Et l'Europe est en pointe, avec des projets pour obliger les banques à avoir plus de réserves pour prêter de l'argent, limiter les bonus ou contrôler les produits dérivés. Comme les géants des banques sont à Londres, c'est Londres qu'il faut convaincre. Et c'est ce que vient faire Jean-Pierre Jouyet, le président de l'autorité française de régulation. We believe that in terms of regulation, the referee should be a European body. Our market, London, Paris, Frankfurt, etc., need precise directions, particularly when the Americans seem to increase their efforts. Obviously, I'm referring to the President Obama's speech. The statu quo is not an option. It's not even possible, and above all, it's totally unacceptable to the public. Un Froggy qui fait la morale aux inventeurs de la banque moderne, donc. Historiquement, le métier de l'argent, la banque, et vous reprenez toute l'histoire, contrairement à ce qui est dit, et contrairement aux idées reçues, a été un instrument de promotion de la liberté et de la démocratie. Il n'en a pas été tout à fait de même au cours de la période récente. Le marché, l'argent, est devenu une fin et n'est plus un moyen. Dès lors que ça devient une fin, ça devient un risque pour la démocratie et pour la solidarité. Eh bien, il me paraît normal que vous ayez un gendarme au niveau européen qui contrôle la circulation. C'est comme si vous aviez Schengen sans aucun contrôle aux frontières. Voilà où nous en sommes au niveau européen sur le plan financier. Je crois que pour la plupart, les banques sont prêtes à accepter qu'ils seront obligés à l'avenir de retenir des réserves plus importantes qu'ils n'avaient dans le passé. Je crois qu'elles sont tout à fait contentes de le faire parce qu'elles ont appris qu'il y a des risques. Officiellement donc, le discours est reçu 5 sur 5. Mais qu'en pensent les banquiers eux-mêmes?
Retour aux Oscars de la City. À la fin de la cérémonie, tout un symbole. This award, please welcome the senior asset manager with GLG, Warren Tooven. Warren, coming up. Cet homme est récompensé. Un patron de hedge fund. Ces fonds qui ont spéculé avec les produits dérivés, gagné des milliards, et que l'on soupçonne d'avoir contribué à déstabiliser le système bancaire mondial. All right, Warren, regulators, for the time being at least, seem to have turned their attention to derivatives and those OTC transactions rather than the hedge funds. For how much longer do you think that respite will continue? Sorry, could you just repeat the question? There had to be one. You haven't got an answer for us? Sorry, can you repeat the question? Regulators focusing on derivatives and OTC transactions, a little bit of a respite for the hedge funds. How much longer do you think that will continue? I think that they'll be best placed to answer that. Thank you very much. All right. Thanks very much, Warren. La question impertinente du présentateur trouvera sa réponse quelques minutes après. Eh bien, je vais vous dire quelques mots sur les moyens de restaurer la confiance. Beaucoup pensent que la meilleure solution, c'est plus de régulation. Moi pas. Il est clair qu'il va y avoir plus de règles. Aux États-Unis, le secrétaire au Trésor veut que le gouvernement ait le pouvoir de fermer des institutions qui mettraient en péril la stabilité financière. En Europe, on parle maintenant de super-régulateurs. Mais la régulation n'est pas la solution. Premièrement, elle sera difficile à mettre en œuvre. Elle ignore un principe important. En pratique, il y a un risque qu'elle remette en cause la flexibilité dont notre activité a besoin. Dans notre industrie, vous avez été habitué à une grande liberté. Maintenant, vous risquez d'être entravé par des règles extrêmement prohibitives. Bref, la City n'a aucune intention de changer, malgré les pressions internationales. Peut-être Stuart Fraser y est-il pour quelque chose. Ce banquier représente la City dans les négociations internationales. Et le projet phare du G20, obliger les banques à avoir plus de réserves en proportion des crédits distribués. Eh bien, voici ce qu'il en pense. Je veux dire, je m'en fous que les banques gagnent un paquet d'argent. Ça ne me dérange pas tant qu'elles ne mettent pas en danger le système. Mais je vais être honnête avec vous. Si vous dites que les banques doivent avoir plus de réserves, automatiquement vous les forcez à rétrécir. Et qui vous prêtera de l'argent pour que vous achetiez votre maison? Et imaginez ce qu'il arriverait au prix de l'immobilier si plus personne ne vous prêtait d'argent pour acheter des maisons. Et les produits dérivés dans tout ça, Mr. Fraser? Nous pensons que ces produits dérivés garantissent l'efficacité des marchés en créant de la liquidité, en permettant les transactions. Et nous croyons au hedge fund. Nous croyons à la spéculation parce que nous pensons que ça permet à l'argent de circuler et donne d'autres perspectives au marché. Comme la City ne veut pas bouger, la balle est dans le camp du pouvoir politique. Comme au XVIIIe, ne serait-ce pas à l'État de recréer la confiance? Au Parlement, voici Dennis McShane, un député travailliste, proche d'un Tony Blair qui a poursuivi les dérégulations de l'ère Thatcher. Est-ce qu'en regardant en arrière, finalement, les politiques anglais ont commis une erreur, ont été un peu naïfs sur les capacités du système bancaire de finalement s'autoréguler? C'est la question essentielle. Mais regardons Crédit Lyonnais. Les Français se vantent en disant « Ah, nous ne sommes pas les méchants anglo-saxons. Nous avons un contrôle plus féroce sur nos banques. » Monsieur Jérôme Machin de Société Générale, Crédit Lyonnais, Banque Paribas, regarde les banques régionales, Landesbank en Allemagne. Ils ont octroyé des crédits absolument incroyables sur le système allemand. Mais oui, on peut toujours dire, après les événements, on aurait dû faire X ou
Y. Évidemment, je crois qu'il y a trop de fusion entre les banques de services, les banques de crédit, les banques d'investissement, et aussi on a créé ces cubes à Rubik absolument incroyables, basés sur des théories mathématiques qui étaient une pyramide de cartes en inverse, n'est-ce pas, qui sont tous tombés en ruine. Donc oui, mais il faut simplement pas peut-être trop tuer une cité dynamique, originale. Vous pouvez repartir du XVIIIe siècle à maintenant. Ils pensent, à mon avis, à tort, mais qu'ils pourront encore demain tirer parti d'un renforcement de la régulation telle qu'elle existe en France, en Allemagne ou au niveau européen. Je pense qu'ils font une erreur parce que si les grandes banques d'investissement américaines vont bien sûr chercher à aller dans l'endroit où c'est le plus simple à opérer, premièrement, les investisseurs et les épargnants voudront de la sécurité et les places qui assureront de la sécurité auront un avantage demain en termes de compétitivité. Dans ce débat, qui aura le dernier mot? Pour l'instant, c'est la City, certaine d'avoir toujours un train d'avance sur ceux qui voudraient la réguler. Et de fait, elle n'a pas de quoi s'inquiéter des intentions de l'État britannique, particulièrement timide sur le terrain de la régulation. Mais il y a peut-être une autre raison pour laquelle la City n'est pas prête de disparaître. Le centre de gravité de l'économie mondiale se déplace. En 2009, parmi les 10 banques qui ont réalisé le plus de profits, 4 étaient chinoises. La City est essentielle parce que nous n'avons pas le soleil, on n'a pas des vins, on n'a pas les grands champs d'agriculture en France, on n'a pas l'industrie allemande, on n'a pas le tourisme espagnol, mais on a le commerce et les banques. Donc, on veut garder ça un peu pour nous et pour l'Europe. Parce que j'ai beaucoup plus de confiance dans la démocratie européenne de décider des réglementations ou des règles faire juste que laisser aux Chinois, aux Russes, aux messieurs de Singapour, de Malaisie, les décisions de quelle sera la nouvelle architecture de le capital dans le monde. La City continuera d'attirer les banques du monde entier. En ce moment même, 5 nouveaux gratte-ciels sont en construction, dont la plus haute tour d'Europe. Le temps des orfèvres est révolu. Les banques distribueront du crédit de manière toujours plus complexe et plus risquée. Et à ce jeu-là, la City, fidèle à son histoire, aura toujours une longueur d'avance. Pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à la prochaine crise. Voilà, c'était donc